Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre En endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale parcours de photographe d'auteur. Bonsoir Astrid Di Lanza, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, et vous? Ça va. Ce soir, on est très heureuse de vous accueillir dans cette rencontre. On va balayer tout votre parcours de photographe d'auteur. Ce sera une co-animation avec Frédéric Deguel, ce qui est assez rare, qu'on nous voit toutes les deux à l'écran, donc c'est encore une exclusivité. On rappelle à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Astrid par l'onglet Converser et on lui posera à la fin de la rencontre. J'ai une première question, Astrid. Quel est votre rapport avec la littérature? Ah, mon rapport avec la littérature, il est très étroit, il est très passionnel. Il est passé surtout par la poésie et puis énormément par la littérature japonaise qui a vraiment alimenté toute ma jeunesse. Kawabata, Les Belles Endormies, Niwa, Oe. Enfin, voilà, c'est vraiment un rapport très étroit et c'est pour cette raison que je me suis concentrée et dirigée vers les portraits d'auteurs principalement. C'est justement pour les rencontrer et échanger avec eux sur leurs textes. Comment c'est arrivé d'ailleurs de faire des photos d'auteur? Comment? Comment c'est arrivé de faire des photos d'auteur? Est-ce que ça on demande tout d'un coup, on dit voilà, bonjour, je suis photographe, je vais faire des photos d'auteur, ou ça s'est passé comment? Alors, c'est arrivé d'une manière assez amusante. Ça a commencé avec les éditions du Seuil et grâce à Mathieu Ricard. Donc, une belle rencontre avec Mathieu Ricard qui publie chez La Martinière et qui, un jour, m'a fait part voilà, de son rapport avec les maisons d'édition, que ce soit avec le Seuil ou avec La Martinière pour les photographies et le Seuil à l'époque pour ses textes. Et puis, j'ai rencontré son éditeur et à partir de là, j'ai rencontré également Philippe Faure, qui est un ami très cher, qui est devenu un ami très cher, qui a commencé à me faire voilà, travailler grâce à Mathieu Ricard, à cette rencontre que j'ai faite lors d'une interview avec Trinh Xuan Tuan et Mathieu Ricard. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler avec les éditions du Seuil et puis après avec les autres maisons d'édition. Donc c'est une rencontre bouddhiste, une rencontre photographique, puisque c'était à travers ce regard éclairé de Mathieu Ricard et à travers sa photographie et son travail principalement sur tout le travail qu'il a fait lorsqu'il est parti dans son ermitage au Tibet, où il se recueille régulièrement. Il a fait des photos absolument magnifiques, de moments, d'instants. Voilà, ça a commencé comme ça. Il faut préciser que Tuan est astrophysicien. Absolument. Il écrit beaucoup sur les étoiles il a rencontré Mathieu Ricard dans un parcours dans les Pyrénées dans lequel ils ont eu de grandes discussions justement sur le bouddhisme et la science. Ils en ont même fait un livre. Absolument. Je pense que ça devait être celui-là peut-être. C'est exactement celui-là. C'est exactement celui-là. Est-ce que, une fois que tu as enclenché cette histoire de photographier des auteurs, en fait, comment tu en es arrivé à en photographier d'autres? Bon, c'est un parcours assez simple. Hein. Au début, j'ai quitté le monde de la presse qui était à travers Gamma et à travers Super Presse avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et puis, avant ça, j'ai créé une agence de presse photographique avec mon père qui s'appelait Harald Di Lanza. Et donc, j'en ai eu un tout petit peu assez de la presse. Donc, voilà, à partir de cette première rencontre que j'ai faite avec différents auteurs, j'ai commencé de fil en aiguille à aller voir d'autres maisons d'édition, comme tous les photographes, hein, on démarche tout simplement et puis on se rend compte que ces instants sont très privilégiés, ce sont des instants intimes, ce sont des moments à part qu'on n'a peut-être pas dans le milieu de la presse où il y a cette notion de rapidité, d'instantanéité dans la presse que nous n'avons pas en fait dans les maisons d'édition, puisque Frédéric, tu le sais bien, puisque nous nous sommes rencontrés comme ça pour la sortie de ton livre chez Flammarion. Et ce sont toujours des moments très très particuliers, très intimes, dans un temps assez limité, mais malgré tout très riche.
Et ça, on pourra en parler de ce moment-là, de cette parenthèse dans laquelle s'infiltre le photographe, la parenthèse entre la création et le moment de la promotion. Donc ça, c'est finalement la partie la plus intéressante et c'est ce qui m'a vraiment amenée à explorer de plus en plus ce travail avec des auteurs. Ce qui est très important avec les auteurs, c'est que ce ne sont pas des personnes, enfin la plupart, la majeure partie des auteurs ne sont pas attachés à l'image. Et là, on leur impose de plus en plus de s'exposer à travers une photographie pour une 4e de couverture ou pour une première de couverture ou pour la presse. Et c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours un moment, enfin, disons que souvent, lorsque j'appelle, on me dit, ah, vous savez, je suis pas photogénique, je n'aime pas la photographie. Je leur dis, oui, je sais, c'est tout à fait normal, moi non plus, d'ailleurs, j'aimerais pas te photographier. D'ailleurs, je l'ai été avec toi, Frédéric, et j'ai pas aimé ça du tout non plus. Donc, je leur fais savoir que ça va être un moment délicieux, au contraire, et un moment festif, joyeux, et voilà. Donc c'est ce rapport de lenteur, de joie, d'intimité, et qui finalement est le sel de ce métier. La plupart du temps, c'est l'éditeur qui t'appelle. Alors, c'est toujours l'éditeur. Moi, je ne fais aucune démarche personnelle. D'accord. Ce sont les éditeurs. Voilà, ça fonctionne comme ça, en fait. Pour une photographe d'auteur, la plupart du temps, on travaille pour différentes maisons d'édition. Et puis, la maison d'édition vous appelle au moment où il y a une promotion, la promotion du livre est à organiser. C'est généralement, ça va de 6 mois à 1 mois à l'avance, parfois un jour, ou parfois un peu après, ça dépend vraiment de chaque éditeur et de l'urgence. L'éditeur m'appelle et puis je prends contact, je préfère prendre contact directement avec l'auteur, nous discutons au téléphone, nous trouvons voilà, le lieu, les tenues, nous discutons du livre. Parfois j'ai lu les auteurs, parfois je ne les ai pas lus puisque ce sont des premiers romans et je ne les connais, voilà, je découvre ça avec eux. Généralement, j'ai les... Tu préfères avoir lu les auteurs avant de les photographier ? Oui, quand même, hein, c'est quand même mieux. Oui, bah oui, c'est quand même mieux de connaître l'univers de l'auteur. Absolument. Mais je ne les connais pas tous et je n'ai pas toujours l'occasion de les lire parce que généralement, le photographe arrive avant la sortie du livre. On connaît l'auteur. Si on ne l'a pas lu, on s'informe, bien évidemment, comme tout bon journaliste, puisque finalement, un photographe est aussi un photojournaliste. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Finalement, on ne photographie pas un objet, on photographie un être avec toute sa sensibilité, avec son histoire, avec son imaginaire, avec voilà, tout cet univers onirique qu'il transporte avec lui et qu'il doit emporter avec lui dans ses bagages lorsqu'il vient en séance photo ou lorsque j'arrive chez cette personne. Donc, Est-ce que les éditeurs ont des demandes par rapport à la photo? Est-ce qu'ils disent, oui, voilà, on voudrait dans tel univers, le livre parle de ça, alors on voudrait qu'il soit comme ci ou comme ça, des trucs dont on ne serait pas au courant, nous, en tant qu'auteurs, par exemple? Bon, alors généralement, ce que je dis aux auteurs, je leur dis déjà, si je suis là, c'est très bon signe pour la promotion du livre. En général, lorsqu'on fait une photo, c'est très bon signe. Voilà, c'est qu'il va y avoir une promotion importante. Et puis, oui, disons que oui, il y a parfois, comment dirais-je, un cahier des charges pour une première de couverture. Alors, imaginons, c'est difficile, je ne veux pas non plus donner de nom en particulier ou parce qu'on est mais juste d'exemples sans donner des noms, par exemple. Voilà, on est dans l'ordre de l'intime et de l'ordre oui, on peut avoir tout d'un coup un livre d'aventure et faire une première de couverture, ou alors là, il faut vraiment imaginer le lieu, donc il faut trouver un endroit en particulier, réfléchir ensemble, réfléchir à la tenue, réfléchir à la lumière, réfléchir au climat aussi. Décaler la séance photo parce que on a décidé de faire une photo plein soleil et il pleut.
On doit parfois réserver des lieux, ce qui est beaucoup plus difficile maintenant avec cette crise sanitaire. Malheureusement, on est très, très limité maintenant. Donc, oui, sur certains, surtout pour les premières de couverture, il y a un cahier des charges. Première de couverture, tu veux dire par là que la photo de l'auteur va être sur la couverture? La couverture. C'est vraiment la pleine couverture, où là, vraiment, on réfléchit beaucoup avec l'éditeur et voilà, j'ai carte blanche quasiment tout le temps, mais néanmoins, je suis quand même le sujet du livre et puis l'impression et la comment dirais-je, la sensation que doit insuffler cette couverture. Est-ce que ça peut t'arriver de dire non, c'est pas une bonne idée finalement de mettre en première de couverture une photo ou pas du tout? J'entends pas tout très bien. Est-ce que ça vous est arrivé déjà une fois, après avoir photographié l'auteur, de dire non à l'éditeur, mais finalement c'est pas une bonne idée de mettre cette photo-là en première de couverture? Alors non, c'est toujours l'éditeur qui décide, c'est pas la photographe. C'est vraiment l'éditeur qui a les plein pouvoir, bien évidemment en accord avec l'auteur et avec le photographe est là pour proposer sa créativité, proposer une mise en scène, proposer un cadre. Après, c'est vraiment l'éditeur qui va décider parce que la couverture, vraiment, il n'y a pas que la photographie. Il y a vraiment le choix de la typo, il y a le choix du titre, il y a le choix qui est souvent d'ailleurs très inquiétant pour les auteurs. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse, Frédéric, tu dois le savoir, cette fameuse question du titre. Où l'auteur a souvent son titre en tête et puis en général, si on a décidé de mettre la tête d'un auteur sur une couverture, c'est assez rare que quelqu'un dise non, finalement, il est trop moche, on va changer, on va mettre autre chose. Ça n'est jamais arrivé. Non, mais ça pourrait, par exemple, moi j'ai été déjà consultée pour savoir s'il valait mieux mettre si la jaquette ne me convenait pas. Parfois, j'ai dit il vaut mieux mettre la photo de l'auteur plutôt que d'avoir un visuel où on n'est pas d'accord. Donc moi, j'ai été consultée pour ça plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je demande à Astrid si elle, on lui a demandé son avis. Mais ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Alors non, on me demande pas mon avis. On me dit, bon, on va tenter l'aventure, on essaye, on voit, on va faire une photo, on va faire un portrait. Généralement, soit un bandeau de couverture, soit une couverture une pleine couverture ou une quatrième. Donc généralement, quand je fais cette séance photo, lorsqu'il y a une couverture, on réfléchit à ces différentes possibilités, à ces différentes éventualités qui est le bandeau de couverture, la pleine couverture. Enfin, vous voyez, c'est vraiment… voilà, c'est très… Mais c'est très, très, très… Enfin, ce n'est jamais arrivé qu'on me dise, non, ben, finalement, on ne va pas mettre la photo de l'auteur sur la couverture, ou finalement, non. Non, c'est bien réfléchi en amont. Je pense qu'effectivement, pour une photo d'illustration, pour une image d'illustration, c'est très différent. Puis ça change tout le temps, c'est très variable. Moi, j'ai beaucoup d'amis éditrices et d'amis iconographes qui passent des heures et des heures à chercher, à se documenter. Elles ont des très, très belles idées. Puis finalement, on leur demande de changer. Donc là, c'est plus pour l'illustration, qui est vraiment un gros travail que j'admire énormément. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à toutes mes amies iconographes. Mais voilà. Alors, comment ça se passe? Alors, donc, tu prends rendez-vous. Enfin, moi, je sais comment ça se passe, mais bon, il faut quand même qu'on explique. Tu prends donc rendez-vous avec l'auteur et éventuellement, tu arrives chez lui. Alors, c'est quand même vachement intime, tu ne le connais pas. Très intime, c'est très, très intime. Et c'est ça Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit la personne vient chez moi, puisque j'ai un studio. Donc, c'est chez moi. Donc, voilà, c'est du studio. Donc, la personne, donc la séance photo s'organise d'une façon plus, disons… c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise pour moi en termes d'adaptation, puisque je maîtrise tout de A à Z.
Enfin, je maîtrise tout sur le décor, mais je ne maîtrise rien sur l'échange qu'il adviendra. Et ça, c'est toute la magie de l'échange lorsqu'on ouvre la porte et on découvre quelqu'un qu'on a lu ou quelqu'un qu'on n'a pas lu ou qu'on découvre, puisque ça peut être un scientifique, un psychologue, un romancier, un poète, un sportif. Enfin, les auteurs sont divers et variés, donc on rentre dans des univers très vastes. Et puis, ils sont jeunes ou vieux, et puis Voilà, hommes ou femmes. jeune, homme ou femme, voilà. Ensuite, donc ça, je les reçois chez moi. Et puis, il y a l'autre en général, que je préfère, c'est-à-dire, il y a 3 options. Il y a cette autre option qui est d'arriver chez l'auteur. Et là, on découvre l'univers incroyable de l'auteur. Donc, on peut se retrouver dans 20 mètres carrés, comme on peut se retrouver dans 300 mètres carrés. On peut se retrouver dans une garçonnière où il va falloir tout arranger. Enfin, disons, trouver le comment dirais-je, arriver à extraire de cet univers qui paraît ordinaire au début et à en faire quelque chose d'onirique et quelque chose qui a du sens, en fait. C'est une question de sens. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, lorsqu'on arrive dans un univers, dans un appartement par exemple, qui est un appartement avec une décoration incroyable, où tout est parfait, finalement, la perfection freine. C'est-à-dire qu'enfin, pour moi, en tous les cas, lorsque tout est parfait, lorsque tout est idéal, tout se présente à merveille, on est un peu perdu parce que finalement, le chaos et l'inconnu apportent beaucoup plus de créativité que le convenu et le déjà, comment dirais-je, disons, la perfection d'un endroit empêche l'imaginaire de voyager. Voilà. Alors que le chaos et l'inconnu vous permet de démultiplier cette faculté de chercher, de trouver ce mode de transformation et de sublimation qui pour moi est très, 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 très important. Vous avez compris, en fait, en langage clair, quand elle arrive et que c'est bien rangé chez vous, elle fout le bazar, comme ça c'est mieux. Exactement, et ça tu le sais. Non, mais souvent, oui, mais ça je ne suis pas la seule, les autres photographes aussi le font, c'est-à-dire qu'on déplace les choses un petit peu, voilà. Après, le moment lorsqu'on est arrivé et on découvre la personne et on découvre l'univers dans lequel elle vit, après, ce qui va être très intéressant, c'est de créer un décor. Moi, je travaille en fait principalement avec un 50 mm. Ça, c'est une partie technique, mais qui est assez importante parce qu'un 50 mm à 1,4, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de profondeur de champ. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas clairement le fond. Et c'est vraiment comme ça que je travaille, quasiment tout le temps. On voit l'auteur. On voit l'auteur, mais surtout, on peut jouer avec la couleur, l'ombre, la couleur, les formes, les perspectives. Donc, on peut se permettre d'être… J'ai fait énormément de photos, par exemple. Alors, bon, il y en a qui vont se reconnaître, s'ils sont en ligne, mais j'ai fait des photos très souvent dans des toilettes, dans des salles de bain. Et alors, quelle est la réaction d'un auteur quand tu dis si on allait dans votre salle de bain? Oh, il trouve ça très drôle, parce que généralement… Parce que généralement, Tu leur expliques que ça va être habillé quand même. Comment? Tu leur expliques que ça va être habillé quand même. Oui. Non, mais il y a les endroits parfois les plus incongrus apportent quelque chose de… Et même l'étroitesse des lieux permet d'avoir une proximité avec la personne. Et ça, c'est absolument fabuleux. De plus, le 50 mm, je fais la pub du 50 mm, comme disait Roland Barthes dans La Chambre claire, le 50 mm vous force à vous engager. C'est-à-dire que lorsqu'on n'utilise pas de téléobjectif, on est obligé de s'avancer, de se reculer, de se tourner, de s'approcher, de sentir l'autre, d'être vraiment dans une complicité profonde. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir un intérêt pour l'auteur et le photographe. C'est l'objectif du réel, le 50 mm. Comment? C'est l'objectif du réel. Exactement. Mais l'idée de l'objectif du réel, c'est justement, avec cet objectif du réel,
capter le réel et le transcender. Et ça, c'est, on pourrait, en métaphore, on pourrait imaginer, on pourrait se dire, je me retrouve dans un espace réel concret et je vais le transcender avec l'accord, bien évidemment, de l'auteur. Donc on réfléchit. Parce que c'est quand même étrange. On écrit, par exemple, quand on écrit un roman, je ne parle pas des essais, mais c'est peut-être pareil. Quand on écrit un roman, on est dans l'imaginaire et toi, tu arrives et tu vas montrer la personne. Il n'y a pas si longtemps, on ne connaissait pas le visage des auteurs. Oui. On ne savait que leurs livres et leurs écrits. Alors, on n'est pas reconnus dans la rue, hein, on n'est pas des stars et des acteurs. Et d'ailleurs, quelle est la différence pour toi entre une photo d'acteur et une photo de romancier ou d'écrivain? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les écrivains, qu'on fait avec les acteurs? Non, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec certains êtres humains et qu'on peut faire avec d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'auteur ou le... On peut tout faire avec l'auteur dès lors où la relation est intéressante, ou dès lors où il y a une confiance et un respect de l'image de l'auteur. Dès lors où l'auteur sent que je suis dans le respect et que je définis des limites, des limites qui n'entravent pas leur intimité ou qui ne dévoilent pas ce qu'ils ne souhaitent pas dévoiler, on peut tout faire. On peut tout faire. Néanmoins, tu fais des photos ça qui est intéressant, tu fais des photos plus dingues que celles que choisissent les éditeurs. Oui. Bah oui. Dans la séance, il y a des photos qui ne seront pas choisies par les éditeurs parce oui. qu'elles sont plus artistiques. Oui, un truc que tu ne nous as pas dit, c'est comment tu es devenue photographe en fait avant tout ça? Alors, je suis devenue photographe. Écoutez, c'est assez simple. J'ai fait des études d'histoire de l'art et puis tout simplement mon père était photographe. Il s'appelait donc Haraldo Di Crolalanza. Il avait une agence de presse aux États-Unis et un jour, il m'a prêté un FM2, un Nikon FM2. J'avais 18 ans, j'étais encore étudiante. Et puis, il me dit un jour, alors que j'avais déjà la maîtrise de la photographie, il me dit un jour, oh là 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 là, catastrophe, j'ai pas de photographe sous la main. Il faut absolument que tu ailles photographier Latoya Jackson à l'hôtel Meurice. Voilà. Et je me dis, j'avais à l'époque, je crois que j'avais 21 ans, enfin j'étais très jeune, j'avais jamais fait de reportage photo, donc Latoya Jackson, d'ailleurs, voilà, qui était à l'époque une star, je me retrouve dans une situation totalement incongrue et je n'avais pas le choix, donc je décide d'y aller. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à faire des photos, cette première prise de vue très sérieuse, avec un agent. Enfin, donc, on n'était pas dans le milieu de l'édition, on était dans le milieu du rock, de la musique, donc avec énormément de contraintes, de managers, d'agents, de ceci, de cela. Et je me suis vraiment retrouvée, de but en blanc, à l'hôtel Meurice, en train de faire des photos de Latoya Jackson. Voilà, ça a démarré comme ça. Et puis ensuite, je suis allée, j'ai travaillé avec SIPA Presse, qui est une grande agence de presse de photojournalisme, et ensuite avec Gamma. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Mathieu Ricard, et où là, j'ai décidé de me consacrer au portrait. Alors, je suis vraiment devenue portraitiste à partir de ce moment-là. Et puis, il y a eu les rencontres avec les auteurs sont aussi des moments très particuliers. Ce sont des moments d'humanité, de moments où l'on découvre... elle a partagé un... Ah, mais Frédéric a réussi à partager. Merci. Bon, ben voilà. Donc là, vous les voyez. Ce sont des photos
Vous vous rendez compte, c'est Frédéric qui me sauve. Eric Emmanuel Schmitt, là, dans une situation assez amusante. Jacques Généreux, là, effectivement, avec son parapluie rouge. Éric Cantona aussi qui bascule. Voilà, enfin, plein d'auteurs qui sont mis vraiment dans des situations où l'idée est vraiment d'être dans une image qui explose, en fait. L'idée, c'est que la couleur explose. Voilà, ça c'est Georges Wolinski. Alors là, c'est une anecdote un peu particulière, c'était son dernier livre. Et je lui ai demandé de peindre. Par exemple, Laurent Benegui, là, qu'on voit, quelle est l'idée, là, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de polars, des livres très… Oui, qui fait beaucoup de polars, mais qui aussi fait beaucoup de théâtre. Donc, Laurent Benegui, en fait, on était chez lui. Et voilà, Laurent Benegui aime jouer et nous avons décidé ensemble de jouer. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe, c'est-à-dire que c'est vraiment l'instant qui va faire que les choses vont basculer dans le très, très, très bon sens. Hein. C'est qu'il y a un moment, Henri Lovenbruck aussi, où là, il y a beaucoup d'introspection dans… Bon, ça, c'est des photos plus artistiques, par exemple, ce n'est pas une photo que va choisir l'éditeur. Ah si, l'éditeur, celle-là, elle était choisie. Ah, d'accord, ok. Celle-là aussi, Diane Ducrel a été choisie. Si. Cette photo, là, Thierry Beccaro, qui est juste avant, Thierry Beccaro fera partie de cette photo sera utilisée pour une première de couverture. D'accord. Une couverture. Donc, vous voyez, elle est faite derrière une vitre, donc voilà. Donc l'idée est vraiment de… Claire Berest. L'idée… Jean-Baptiste Gendarme, qu'on a aussi reçu. Oui. D'ailleurs, vous avez reçu Philippe Tétrac aussi. Oui, je pense que vous avez reçu nombre de ces auteurs. Mais voilà, ce sont des moments, il y a beaucoup d'extérieur, il y a beaucoup de photos prises dans des caves, des photos prises au gré vraiment de nos rencontres, de nos petits coups de folie, de nos envies de partager, de créer ensemble. Bon, là, ce sont des musiciens, un groupe. C'est différent, les musiciens, des auteurs, par exemple? Alors, oui, parce que les musiciens, il y a toujours cette problématique, qui n'est pas une problématique, mais de l'instrument. C'est-à-dire qu'il faut mettre Olivier Adam, là, qui basculait, qui est entre deux, moi, j'aime l'idée du déséquilibre. Donc là, on était vraiment dans l'idée du déséquilibre. Et puis, là, je peux pas tous les Et les Zénitaires? Comment? Oui, Alice Zénitaire, Diane Pellin, oui. Tout ça, c'est des auteurs. Oui, ce sont tous des auteurs. Donc, vous voyez, on peut faire des photos aussi, Olivier Adam, on peut faire vraiment des photos en extérieur, en intérieur, avec des reflets, avec En fait, ce qui va compter, c'est vraiment arriver à créer un univers qui correspondra à l'auteur, mais qui peut aussi nous permettre, lui et moi, de s'évader et de rentrer dans un univers, dans une deuxième dimension, et dans une dimension où l'on décide vraiment de s'échapper du réel. Macha Merrill, oui, ça, Michel Legrand, enfin, voilà, il y a des moments… Là, on voit bien ce que tu expliquais sur le flou qui est derrière et sur le fait de 150 mm. Oui, donc c'est vraiment la lumière compte. En fait, il y a comme une toile à l'arrière, une toile dans laquelle c'est-à-dire que l'idée est vraiment de trouver en fait
comment dirais-je, un cadre qui va permettre de… voilà, on peut s'allonger par terre, on peut… C'est très difficile en fait de parler de ces photos parce que finalement, les photos parlent d'elles-mêmes. Donc, c'est toujours C'est très… assez marrant d'ailleurs parce que tu en parlais très bien jusqu'à ce que je les montre. Oui, c'est-à-dire que je suis ciblée, oui, effectivement. Alors, il faut savoir que pendant qu'elle photographie, Astrid est extrêmement bavarde. Elle n'arrête pas de parler. Plus que là. Et puis, elle précipite les personnes. Alors, c'est très difficile à imaginer, mais dans une sorte de pince. De pince vocale, c'est-à-dire qu'elle vous dit « c'est bien là, encore une fois, oui, très bien, tu es magnifique, tu es très belle, encore ». Et on est, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, on participe, et puis au bout d'un moment, ça paraît plus étrange. Tu es quand même très sonore quand tu photographies. Oui, mais je crois que de toute façon, je crois qu'en fait, une séance photo, pour moi, doit être une danse. Une danse, une farandole, un bal. Ça peut être un bal silencieux, ça peut être… mais c'est vrai, il est vrai que mon enthousiasme, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans des états de transe, oui. Oui, de transe, parce que c'est joyeux. Parce que l'idée est vraiment de faire en sorte que ce moment soit joyeux. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs en arrivant qui sont inquiets et qui arrivent vraiment, voilà, presque à contre-cœur dans certains cas. Et l'idée… Est-ce que parfois ça se passe mal? Non, ça se passe pas mal. Non, c'est arrivé jamais arrivé. Une fois. C'est arrivé une fois parce que une fois. Bon, je me garderais bien de dire avec qui. Oui, non, mais on n'a pas demandé d'ailleurs, voilà. On ne demande pas. Non, c'est arrivé une fois. Une fois, mais j'ai réussi à transformer totalement la situation. Tu ne l'as pas assommé avec ton appareil? Comment? Tu ne l'as pas assommé avec ton appareil? Non, mais c'était absolument un défi que de faire en sorte que la rencontre se termine bien. Et bon, alors, vous constaterez quand même qu'il y a très peu de femmes photographes. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment, même encore maintenant, il y a actuellement des femmes contemporaines, en tous les cas, pour les photos d'auteur, il n'y en a pas énormément dans ce domaine-là. Donc c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le rapport est est différent avec une femme. C'est ça qui est intéressant aussi. Parfois, pour un éditeur, c'est de se dire, ben voilà, c'est une photographe femme. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, puisqu'il y a aussi la question du genre, etc. Voilà, on est différents et on apporte des choses différentes et c'est très bien. Et parfois… Est-ce qu'il y a un rapport de séduction par rapport à l'image? Parce que finalement, il faut qu'on plaise aux photographes. D'une certaine façon, c'est un peu caduque cette histoire. Alors, peut-être. Ça c'est pas moi qui pourrais répondre à cette question. Oui. Est-ce que les gens posent, par exemple? Les acteurs, ils posent. Est-ce que les auteurs posent? Alors, les auteurs, oui, les auteurs posent parce qu'on leur demande de poser, mais le moment le plus intéressant, c'est lorsque la personne lâche prise, lorsqu'il n'y a plus justement cette pause, lorsqu'on dépasse la pause et on arrive à c'est justement, on dépasse la pause et on arrive à cette pause justement où il n'y a plus la pause, où finalement on n'est plus dans le contrôle. Et donc ça, c'est un moment extraordinaire, où le moment où finalement on y prend goût. Et lorsque l'auteur prend la pause, il peut y prendre goût, mais lorsqu'il ne prend plus la pause, il peut aussi se laisser aller et y prendre goût aussi. Donc l'intérêt en fait pour moi, parce que je peux pas parler pour tous les photographes, mais pour moi, c'est de trouver ce moment où il n'y a plus la pause, où on accède à ce moment
ou ce moment d'intimité. Est-ce que c'est un moment ou est-ce que c'est l'intériorité? Parce que il y a un moment de cette séance où on s'abandonne, où finalement on lâche l'affaire. Et j'ai l'impression que c'est ce moment-là où toi, tu peux travailler en accédant à quelque chose qui n'est plus l'image, mais qui est quelque chose qui est derrière l'image. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tout l'intérêt est de passer au-delà de cette image-là. C'est vraiment tout l'intérêt. C'est d'ailleurs ce qui a été fait avec le travail que nous avons réalisé toutes les deux avec Être Beau, c'est réellement aller dépasser et aller au-delà de l'image et au-delà de la pose. En fait, ce qui est important, ce qui est fondamental en fait dans une séance photo, pour moi, c'est d'arriver à créer une sensation, d'arriver à créer une bulle confortable, une bulle. De cette bulle peut s'échapper plein d'autres petites bulles, de petits éclats, de petits sentiments. Mais cette bulle-là est confortable. Et dans cette bulle, on peut se permettre de se donner, de se livrer, à la fois de prendre la pause, parce que ce qui peut être très intéressant aussi, c'est d'un commun accord, de décider de prendre une pause très artificielle. Mais lorsqu'on accède à une pause très artificielle avec un auteur qui n'est pas dans l'image, c'est-à-dire qui n'est pas un comédien, qui n'est pas un... mais on lui demande finalement de mettre de côté ce qui l'exprime par l'écrit, mais on lui demande de l'exprimer par l'image, de l'exprimer par son corps, de l'exprimer par sa posture. Là encore, on dépasse un autre cap qui est de l'ordre de la mise en scène de soi-même, hein, d'un commun accord, et on finit par dépasser les mots. Les mots s'inscrivent à travers le corps, c'est-à-dire que le corps dit autre chose, le corps va exprimer autre chose, que ça soit attaché au livre, attaché à sa propre personnalité, puisque bon, voilà, ça dépend des sujets. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver un autre langage qui n'est plus le langage des mots, qui n'est plus le langage de la solitude et du travail solitaire qu'est le travail d'un écrivain. C'est d'aller vers cette lumière et d'aller vers ce langage corporel. Et quand on arrive à faire en sorte qu'un auteur qui est dans son boudoir en train d'écrire et de lui dire, ben voilà, sortez de là, on essaye ensemble, on se livre, tous les deux, parce que c'est joli, on se livre. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange. C'est-à-dire que si l'auteur arrive à donner quelque chose, le photographe donnera aussi quelque chose. C'est vraiment un mariage, c'est un vrai mariage. C'est un mariage court, bref, mais c'est un mariage quand même. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est vraiment... voilà. Après, il y a beaucoup de post-prod. Hein, la post-prod, c'est le travail qu'on fait après. Ah ben, justement, tiens, est-ce qu'on retouche les auteurs? Non. On leur enlève du bide, on leur enlève les rides, tout ça? Non. Tu ne retouches jamais? Oh, c'est des petites choses. Des petites choses. De légères petites choses. Des coquetteries de beauté que nous ferions, nous. Voilà. C'est de l'ordre du maquillage, quoi. C'est rien du tout. C'est exactement ça. Mais la post-prod, elle est aussi... On n'a pas 20 ans de moins, quoi. Ah, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, en fait, toute la partie technique est très intéressante pour un photographe, c'est certes, mais finalement, moi, elle m'intéresse très peu, en fait. La partie technique m'intéresse très peu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment... moi, je voulais parler de Richard Avedon, voilà, Irving Penn, Peter Lindbergh. Enfin, c'est vraiment, pour moi, ce sont des photographes qui sont au niveau, dans le portrait, qui dégagent une force, une puissance, et où on est dans le mouvement, on est dans quelque chose de vorace presque. Et ce qui est intéressant, c'est quand on ne travaille pas avec des mannequins, c'est d'arriver à offrir ces moments de mouvement, ce moment où on exulte, ces moments où
C'est nous en mieux. Non, c'est nous. Non, c'est pas en mieux. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, Nathalie? Je vois, il y a des milliers de questions là. Il y a un message pour Astrid d'un auteur anonyme qui s'appelle Nicolas H, pour ne pas le nommer. Là, il regarde. Il dit parfois, elle déménage totalement la bibliothèque de l'auteur, le pose au milieu d'un bordel de livres incroyable. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle fout le bazar. Pirelito demande quels sont les auteurs que vous n'avez pas encore photographiés et que vous aimeriez faire entrer dans votre objectif? Vivant. François Cheng. Pourquoi? Alors, parce que je vais pas, c'est vraiment, je l'ai dit tout de suite, hein, François Cheng, parce que c'est un auteur, parce que c'est 5 méditations sur la beauté ou la vie, autrement dit la mort. Je suis très sensible à la philosophie de François Cheng et il est vrai que je rêverais de photographier François Cheng. C'est parce que son univers me fascine littéralement. Voilà. Après, il y en a plein d'autres, je ne vais pas en nommer, mais voilà, c'est celui qui me. Ça fait des années que je rêverais de le photographier, avis aux éditeurs. Et dans les disparus? Ah, dans les disparus, j'aurais Lautréamont. J'aurais aimé Julien Gracq, j'aurais aimé photographier Antonin Artaud, Baudelaire, j'aurais aimé photographier Romain Gary. Oui, bah oui. Romain Gary. J'aurais adoré photographier Kawabata. Enfin voilà, il y a plein d'auteurs évidemment voilà, dont je suis extrêmement sensible et c'est vrai que c'est fabuleux de pouvoir les rencontrer. Est-ce qu'on peut percevoir chez un très jeune auteur déjà quelque chose qui va être, que ça va être un grand auteur, juste comme ça en le photographiant, ou c'est n'importe quoi ce que je raconte? Non, parce qu'en fait, on est vraiment dans l'image. On est en fait, en plus, un jeune. Non, à ce moment-là, ce serait mettre l'image avant les mots, finalement. Ce serait donner trop d'importance à l'image. Donc, je crois que il y a. Moi, j'ai rencontré des auteurs qui vraiment n'étaient pas à l'aise avec l'image et qui pourtant sont des grands auteurs. Très, très grands auteurs. Voilà. Il y a comme il y a des auteurs qui ont énormément de mal à s'exprimer, par exemple. Avec les mots, d'ailleurs. Voilà, avec les mots, voilà. Qui bégayent, qui bafouillent, et qui finalement sont une capacité d'écriture extraordinaire. Donc non, c'est très difficile et ce serait extrêmement prétentieux de ma part de donner un jugement sur voilà. Non, je crois que ce qu'il y a de plus que dire sur ce métier, qui est un métier absolument fabuleux et qui est réellement un voyage, en fait. C'est ça l'idée. C'est l'idée d'un. C'est un voyage. C'est un voyage court de 2-3 heures, mais c'est un voyage inouï, humain, dans lequel on découvre mille et une facettes de la personnalité. Alors, il y a des moments aussi assez extraordinaires où j'ai reçu là récemment une auteure chez moi et qui a reçu son livre chez moi, qui s'est fait livrer son livre chez moi et qui était dans un état d'émoi et ça, c'est un moment absolument extraordinaire. Avoir son livre dans les mains pour la première fois. Livre. Bon, voilà. Et donc, il faut après, comment dirais-je, recevoir cette émotion très forte que reçoit l'auteur et après arriver toutes les deux ou tous les deux, arriver à switcher, basculer et se retrouver, voilà, sortir de cette émotion.
Donc, ce sont des moments d'émotion ce sont des très grands moments d'émotion. Il y a aussi certains auteurs qui me disent j'ai exploré mon intériorité d'une autre manière. Voilà. Donc ça c'est quand même un cadeau incroyable. Et puis voilà, il y a tous ces moments. Bon, mais je crois que ta joie et ton humanité, la façon dont tu t'y prends, ça compte beaucoup. Le simple fait de sentir que l'autre veut, même s'il a un objectif, il ne se cache pas derrière son objectif, il veut vraiment rencontrer la personne, c'est très important dans la relation. D'ailleurs, il y a des remarques en ce sens, Nathalie, qui viennent d'arriver. Oui. Oui, mais moi j'avais une question précise à poser à Astrid avant qu'on fasse la remarque. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de parfois vous lisez le livre avant. Est-ce que après avoir photographié l'auteur et que vous allez lire son livre à venir, ça change la lecture pour vous? Oui. L'auteur autrement, est-ce que ça Et change vraiment? Oui, mais oui, parce que lorsqu'on découvre un auteur, lorsqu'on le découvre donc en le photographiant, lorsqu'on sympathise, parce que quasiment tout le temps, on sympathise. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont restés, beaucoup d'auteurs qui sont restés et devenus des amis. Donc, on sympathise. Et lorsqu'après, on lit le livre, on est inévitablement influencé par l'amitié que l'on porte pour l'auteur. Donc, on est influencé. C'est inévitable. Hein, c'est inévitable. On a un parti pris d'office qui est l'aimer, tout simplement. C'est aimer le livre, c'est inévitable. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est souvent des découvertes fabuleuses, bien sûr. Mais il y a un parti pris, et effectivement, on est influencé par la rencontre, c'est sûr. Bah oui, bien sûr. Nicolas Arch, qui est toujours là, dit que c'était un moment d'humanité incroyable et un souvenir extraordinaire, presque à côté de la vie. C'est ce que j'en garde, en tout cas, une parenthèse enchantée lumineuse. Donc ça rejoint tout ce qui a été dit. Donc il t'en veut pas d'avoir bouleversé sa bibliothèque, en fait. Je t'embrasse, Nicolas H. Et on salue aussi Béatrice qui est là, qui nous regarde, qui est passée il n'y a pas longtemps dans les rencontres. On l'embrasse et elle vous écoute. Il y a Florence qui dit « Ce que vous révélez de l'intime est une rencontre bouleversante, contrariante peut-être. Avez-vous en tête des réactions particulières des auteurs ?» Alors, vous avez un peu répondu, mais est-ce qu'il y a des réactions particulières? Des réactions insolites qui t'auraient surprise de certains auteurs? Oui. Il y a certaines... en fait... les réactions les plus troublantes pour moi, ce sont des réactions où finalement la prise de vue est devenue plus importante que la prise de vue. C'est-à-dire que ce n'était plus une prise de vue, c'est devenu presque une restauration de l'image. Et en fait, je vais de plus en plus dans ce sens-là, de par un travail personnel, le premier que j'ai partagé avec toi, Frédéric, et un autre à venir. Lorsque un auteur est submergé d'émotions parce qu'on a réussi à lui donner une meilleure image de lui-même. Oui, mais même avant de voir les photos. C'est ça qui est, parce que finalement, c'est même avant de voir les photos, c'est-à-dire ce partage qui devient une danse, qui devient en fait un manège inouï où on se laisse emporter tous les deux dans quelque chose que l'on ne maîtrise plus, que moi, je suis obligée de maîtriser, de contrôler, mais néanmoins on se laisse la liberté de danser, en fait, d'être emporté par cette... voilà. Et c'est vrai que j'ai certains il est arrivé que certains auteurs me disent c'était presque comme de la sophrologie ou voilà, donc ça pour moi c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire que lorsque je reçois un message comme ça ou que je reçois ça, c'est ce qui fait que mon métier, ce n'est pas un métier que j'ai, c'est réellement ce que je vis, la façon dont je vis, c'est indissociable en fait. C'est une passion. Une passion qui est la rencontre.
Le message de Béatrice est arrivé. Astrid, il y a le message de Béatrice. Bravo, tu as réussi à me réconcilier avec mon image. Un moment de grand bonheur grâce à ta sensibilité et ta grande humanité. Alors, Astrid, il y a une actualité qui va arriver. Vos photos de l'expo Être beau vont être présentes sur les grilles de la mairie de Paris, plus exactement autour des grilles de la tour Saint-Jacques, du 4 au 28 juin, et aussi sur la grande place de Boulogne-Billancourt, du 1er au 30 juin. C'est ça, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée dans les dates. Absolument. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura les photographies et les textes de Frédéric, des très, très, très grands formats. Tout le mois de juin, donc elles seront visibles comme évidemment au musée de l'Homme, voilà, ça a été fermé, etc. Et là, vous aurez l'occasion de voir 32. Là, on est dehors, comme ça, on ne sera pas fermé. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, du 4 au 28 juin sur la tour Saint-Jacques à côté de la mairie de Paris, et du 1er au 30 juin, c'est sur la grande place à Boulogne-Billancourt. Avant de donner le mot de la fin à Astrid et à Frédéric, demain on se retrouve à 19h, c'est un parcours de maison d'édition et je recevrai pour l'occasion Joël Losfeld des éditions Joël Losfeld. Un grand merci Astrid d'avoir été là ce soir avec nous. Merci infiniment, merci. Je suis l'électron libre de vos rencontres, puisqu'il n'y a que des auteurs. Oui, c'est bien parce que je trouve que ça concrétise. À chaque fois, je vois passer quand on fait les pages pour les rencontres, Crédit Photo, Astrid Di Cola-Landa. Alors à chaque fois, je dis c'est bien parce qu'on va l'avoir en rencontre et au moins ça compte. Voilà, on l'a sur le site, mais là ce soir, on l'avait vraiment en rencontre. J'espère que ça vous a permis de savoir à quoi ça sert les photos et d'approcher une artiste qui nous aide bien dans ce qu'elle fait. Allez voir ton site, allez voir aussi pour les auteurs qui sont passés dans nos rencontres, il y a beaucoup de photos d'Astrid et surtout allez voir l'exposition Être beau parce que ces photos sont magnifiques et les textes de Frédéric sont sublimes aussi. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée, à très vite et puis à demain. Demain.